Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, une nouvelle édition de l'heure du crime avec notre équipe de choc, Justine Vignot, Laure Broulard et aujourd'hui Alexandre Caxan qui est à la technique de l'heure du crime. À la une de l'émission, cette affaire du dépeceur de Mons en Belgique. Tout le monde se souvient de la véritable psychose qui a touché pendant longtemps les environs de la ville de Metz et les habitants de Mons, pardonnez-moi, et les habitants de Mons, bien sûr, et la grande région, parce qu'on a trouvé des morceaux de cadavres un peu partout. On va y venir dans un instant. C'est encore un mystère 17 ans après, malgré un énorme travail de la police criminelle belge. Et dans un instant, avec mes invités qui sont, je crois pouvoir le dire, les deux personnes qui connaissent le mieux ce dossier, nous allons voir tout à l'heure, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de l'identité des victimes, rappeler l'enquête, les très nombreux suspects qui ont été envisagés par les policiers, puis essayer de comprendre pourquoi cet échec, qu'on espère tous évidemment provisoire. Donc dans un petit instant, nous irons à Bruxelles retrouver dans les studios de nos confrères de Bell RTL Liliane Scrowen. Elle a publié il y a très peu de temps Les grandes affaires criminelles de Belgique aux éditions de Boré. C'est un livre dans lequel elle consacre un long chapitre à l'affaire du dépeceur de Mons. Et puis nous aurons également cet après-midi les lumières et les réflexions de Marc Matt de Penningen. Il est journaliste au journal Le Soir et il est spécialiste des faits divers et des affaires criminelles. Mais tout de suite, pour commencer cette émission, un rappel des circonstances dans lesquelles l'affaire a éclaté. Nous sommes le samedi 22 mars 1997 à Quem, non loin de la ville de Mons. Ce jour-là, un policier communal, Olivier Motte, qui patrouille à cheval, remarque un sac poubelle qui semble avoir été jeté dans un taillis en contrebas du pont qui surplombe la ligne de chemin de fer Paris-Bruxelles. De loin, il a l'impression que quelque chose dépasse de ce sac. Alors, il s'approche. Et là, le cavalier a une vision d'horreur, car ce qui a attiré son attention, c'est une main de cadavre. Plusieurs policiers, alertés par leurs collègues, arrivent bientôt sur place. Ils se mettent à fouiller minutieusement l'endroit et ils trouvent très rapidement 8 autres sacs qui contiennent tous des morceaux de corps humain, principalement des bras et des jambes, qui semblent appartenir au premier coup d'œil comme ça, au moins à 3 personnes différentes, mais aucune identification des victimes n'est alors possible, car il n'y a dans les sacs ni tronc, ni tête. Une instruction est ouverte par le procureur du roi, Pierre Honoré, et une cellule spéciale d'enquête sera bientôt constituée. Elle est baptisée cellule Corpus. L'autopsie des débris humains retrouvés par Olivier Motte et ses collègues déterminera qu'ils appartiennent donc à 3 femmes et que la découpe des membres semble avoir été effectuée à la scie à métaux par un professionnel, peut-être un boucher, un charcutier ou un médecin. 2 jours plus tard, un autre sac, le 10e, est retrouvé dans le même secteur, mais un peu plus loin, tout près du canal de la Haine. Le 11e, contenant cette fois le torse d'une femme, est découvert, lui, à proximité de la cité administrative de Mons, chemin de l'inquiétude. 8 jours plus tard, Rémi Sulmon, le correspondant d'RTL en Belgique à l'époque, se rend sur les lieux. Le long du talus, des canettes écrasées, des paquets de cigarettes vides, et puis tout à fait en bas, retenu par un mur en béton, jeté de la route, 9 sacs poubelles remplis d'une partie des corps de plusieurs femmes. Depuis la découverte samedi, les policiers sont suivis par un psychologue, autre spécialiste appelé en renfort par le juge d'instruction, un gendarme de Bruxelles formé par le FBI américain. La section étude du comportement qui a servi de modèle pour le film effrayant Le silence des agneaux. Mais ici à Mons, pas d'acteurs, pas de grand écran, bien réel, il y a la psychose de certains Belges qui voient des sacs suspects partout, il y a
Des familles dans l'angoisse parce qu'elles ont perdu de vue une fille, une épouse, voilà 2 ans ou quelques semaines. Il y a des habitants à quelques enjambées du lieu des fouilles. On vit dans le qui-vive, Moi, ma femme conduit l'enfant le matin à l'école. Maintenant, ils vont à 2-3 par an les conduire. Même plus toutes seules, hein. Comment faut-il les appeler? Il n'y a pas de qualificatif pour ces gens-là. Sans mots, face à un criminel calculateur et méthodique, probablement habitant de la région et surtout sûr de lui, pour oser déposer lundi dernier un 10e sac le long d'un canal, presque devant le nez des enquêteurs. Depuis la première découverte, la gendarmerie belge, aidée de la police néerlandaise, a commencé à ratisser une zone de 20 hectares autour des lieux des premières découvertes. Des brigades spécialisées les rejoignent avec des chiens pisteurs. Un hélicoptère sillonne le ciel, comme l'explique à nouveau sur RTL Rémi Sulman. L'hélicoptère, depuis plusieurs heures, bourdonne dans le ciel de Mons. À bord, dans une bulle anti-vibration, une caméra infrarouge capable de détecter un cadavre en décomposition. À pied, à cheval, en VTT, les gendarmes, les policiers municipaux sont à la recherche du moindre indice qui pourrait devenir essentiel. Ces périmètres de sécurité, le tueur en série les a sans doute aperçus sur sa route lorsqu'il est allé déposer le même jour le 10e sac tout près de là, au-dessus du canal de la Haine, juste au bord du chemin de l'inquiétude, bien en évidence. Un jeu de piste pour les enquêteurs, un défi au substitut du procureur du roi, Didier Vandrecel. Les débris humains qui ont été découverts ne constituent pas un cadavre entier. Donc je crains que l'intéressé se fasse encore remarquer en déposant de ci de là les restes qu'il a encore en sa possession. Peut-être d'atroces découvertes ici, encore dans les jours qui viennent. Les enquêteurs voudraient agir plus vite que les scientifiques qui apparaissent aujourd'hui comme le seul recours, mais eux réclament plusieurs mois pour pouvoir identifier les victimes. 2 nouveaux sacs poubelles seront découverts le 12 avril près de Mons. Leur contenu est toujours le même, des restes de corps humains, mais on y trouve aussi, cette fois, un sac de femme, des bijoux et surtout une tête en état de décomposition avancée. Peut-être enfin l'espoir pour les enquêteurs de pouvoir justement identifier l'une des victimes de ce tueur en série qui semble avoir engagé un jeu de piste macabre en abandonnant les sacs dans des endroits donc qu'on a rappelé il y a un instant soigneusement choisis apparemment. Chemin de l'inquiétude, canal de la Haine, rivière de la Trouille, rue du Dépôt. 2 jours après la dernière découverte, l'enquête piétine. Mais on pense à ce moment que le dépeceur de Mons, comme l'appelle désormais la presse belge, devrait pouvoir être identifié grâce à 2 éléments. 1, la tête de cette femme, dont un portrait est diffusé dans les médias avec appel à témoins. Et 2, la découverte par les enquêteurs que tous les sacs poubelles retrouvés sont à l'effigie d'une enseigne très connue en Belgique, les magasins Delhaize. Ils ont été en effet achetés dans une solderie qui en a vendu au total 178. Malgré ces maigres indices, le tueur court toujours. La région de Mons est gagnée par un début de psychose, comme on l'a dit. Et la presse fait de l'affaire, évidemment, la une de toutes ces éditions, comme l'explique l'envoyé spécial d'RTL, Rémi Sulman. Les journaux belges rivalisent d'imagination, à commencer par Le Soir. Le journal est persuadé que le dépeceur de Mons est aux abois et qu'il pourrait commettre bientôt une erreur fatale. Selon le quotidien, le tueur en série est en bout de course et vit en ce moment la révélation de ses crimes comme une période précédant un suicide. Pour finalement tomber dans la nasse policière, le tueur accumule les erreurs, explique Le Soir. L'identification des corps dans les semaines à venir permettra aux enquêteurs de suivre le fil qui unit les victimes. Il a pris des risques aussi en achetant les sacs poubelles noirs dans une solderie de quartier dont les clients résident souvent tout près. De toute façon, c'est un habitant de la région. Aucun journal n'a émis une autre hypothèse depuis 3 semaines. Chaque jour dans les colonnes, le profil psychologique du tueur s'affine. Méthodique, minutieux, un maniaque de l'ordre, sans doute un célibataire de 20 à 30 ans, d'après les études du FBI consultées sur Internet par le journal La Dernière Heure. Il croit avoir acquis un pouvoir que sa vie professionnelle lui refuse, affirme Le Soir. D'autres journalistes s'aventurent encore dans des hypothèses farfelues et évidemment invérifiables. Le tueur en série se serait séparé des corps de ses victimes en raison d'une panne de congélateur. 4 jours plus tard, en tout cas, le 18 avril, 3 nouveaux sacs sont découverts au chemin de Saint-Symphorien, cette fois à Havray.
toujours près de Mons. Entre-temps, la victime dont on a trouvé la tête est formellement identifiée grâce à des témoignages, à la suite donc de la diffusion de son portrait dans la presse. Elle s'appelle Nathalie Godard, elle avait 21 ans, elle avait disparu de son dernier domicile connu dans le quartier de la gare de Mons le 16 mars précédent. Cette identification va conduire les policiers à mettre en cause un premier suspect, un certain Léopold, dit encore le Gitan. Le 25 avril, Christophe Decroix, le correspondant d'RTL à Lille, fait le point sur l'enquête après ce dernier rebondissement. Les policiers n'ont toujours aucune certitude concernant l'homme qu'ils ont arrêté. Ce Léopold, surnommé le Gitan, connaissait Nathalie, dont la tête retrouvée dans un sac poubelle a pu être identifiée. Il vivait, comme elle, parmi les marginaux qui déambulent jour et nuit autour de la gare de Mons. Il a d'ailleurs disparu en même temps qu'elle et a préféré modifier quelque peu son allure physique en se coupant les cheveux. Cela peut susciter des soupçons, mais ça ne donne aucune preuve. Ce garçon d'une trentaine d'années continue de nier farouchement le meurtre de Nathalie ou de toute autre femme. Dans leur enquête autour de la gare de Mons, les enquêteurs ont tenté de faire parler les SDF, les prostituées, les drogués qui connaissent aussi bien Nathalie que Léopold. Des disputes, il y en avait, mais de là à découper un corps. En l'absence de preuves formelles, les policiers profitent du temps que leur laisse la justice belge pour fouiller et tenter de trouver la preuve. Ils ont jusque lundi. C'est là qu'il faudra décider de la remise ou non en liberté de ce suspect. D'ici là, on verra si d'autres sacs sont déposés. Le dépeceur de Mons, comme on l'appelle, choisit en général le week-end pour organiser son macabre jeu de piste. Léopold Bogart, donc ce suspect, dernier petit ami en date de Nathalie Godard, sera finalement disculpé et il sera relâché le 9 mai 1997. Mais l'histoire est loin, bien loin d'être terminée, comme nous allons le voir dans un instant après une pause avec mes invités. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. À la une de l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du dépeceur de Mons. Ça fait 17 ans que le mystère continue autour de cette affaire qui n'est toujours pas close. On va vous le confirmer tout de suite d'ailleurs avec mes invités que nous allons rejoindre à Bruxelles dans les studios de Bel RTL. Bonjour Liliane Scroen. Bonjour Jacques. Et bonjour Marc Mette de Penningen. Bonjour Jacques. Vous êtes tous les deux ensemble dans ce studio de Bel RTL. Liliane Scroen, je le rappelle, vient de publier aux éditions de Boré Les grandes affaires criminelles de Belgique, où évidemment elle ne pouvait pas ne pas parler de cette affaire du dépeceur de Mons. Et j'imagine Marc Mette de Penningen qu'en tant que journaliste spécialiste de faits divers, à l'époque vous avez dû suivre cette affaire de très près. Mais ça nous ramène 17 ans en arrière et c'est une affaire qui n'est pas clôturée, qu'il faudra clôturer avant notre départ à la retraite. J'ai encore une question à vous poser avant de revoir les détails de l'enquête avec Liliane Scroen, Marc Mette de Penningen. Cette histoire de dépôt de sacs rue de la Haine, rivière de la Trouille, enfin pas rue de la Haine, rue du Dépôt, rivière de la Trouille, canal de la Haine. Qu'est-ce qui en est sorti? Les psychiatres se sont penchés sur la question, j'imagine. Ça n'a jamais rien donné? Écoutez, c'est une déduction, une supposition partant du principe que le dépeceur aurait voulu donner un message, ce qui n'est pas certain parce que les dépôts de sacs apparaissent plus comme intempestifs procédant d'une réaction à un événement extérieur, mais on en parlera très certainement. Quant au nom des lieux, certes la rivière s'appelle la Haine, une autre rivière s'appelle la Trouille, dépôt près d'une rivière, ça n'a rien d'anormal, et par ailleurs à Mons se trouvent d'autres rues au nom tout aussi évocateurs comme la Petite Réprie, la Veuve, la Grande Boucherie par exemple, etc. Il y a pas mal de noms exotiques qui auraient pu faire la satisfaction du dépeceur également. Donc on a peut-être brodé là-dessus à cause du hasard en fait. Exactement. Alors Liliane Scroen, je l'ai pas dit, mais il y a eu encore des découvertes macabres à la fois en Belgique et en France par la suite. En juillet 97 à Château-l'Abbaye en France, je crois, qui est pas loin de la frontière, un bassin humain, un crâne dans un verger de Yon près de Mons. Oui, en effet. On a 5 victimes identifiées et on a 38 morceaux de corps qui ont été trouvés, ce qui est quand même pas mal. Oui. Mais il y a d'autres victimes probables ou des femmes qui ont disparu qu'on n'a jamais retrouvées ou des morceaux de corps
qu'on a trouvé ailleurs et qu'on peut peut-être... On a même fait un rapprochement avec un meurtre du même genre qui avait eu lieu à Perpignan. La police a même enquêté jusque-là, mais on n'a aucune certitude, évidemment. Et alors, il faut dire que c'est une affaire dans laquelle il est très difficile pour les enquêteurs de la criminelle belge, parce que on est en 97, donc l'ADN n'a pas servi, n'apparaît pas, je crois, dans le dossier. En tout cas à l'époque. Oui, très peu en tout cas. Ouais. Un témoin quand même. Il y a un témoin qui a vu quelque chose le 22 mars. Il y a un témoin, un seul, qui dit qu'il a vu une camionnette blanche garée pas très loin de l'endroit où on a trouvé les premiers sacs poubelles. Et ça va donner lieu évidemment à des recherches. On n'a jamais retrouvé la camionnette, mais il se fait que Fourniret, qui était en période de non-activité connue à l'époque, possédait une camionnette blanche, donc il va être suspecté lui aussi à un certain moment. Mais là non plus, ça ne donnera rien de précis. Ouais. D'ailleurs, Marc Mette de Penningen, la presse a permis l'identification d'une des victimes, Nathalie Godard. C'est en publiant le portrait dans la presse qu'on a pu l'identifier. Oui, un portrait robot qui fut tracé, diffusé. On disposait par ailleurs de photographies de cette victime. Ce qui est étonnant par rapport à Fourniret, c'est que le portrait robot de Nathalie Godard ressemble étrangement au portrait robot d'une des fameuses jeunes filles au père dont on n'a jamais retrouvé la trace et qui fut attribuée à Michel Fourniret, dont l'épouse Monique Olivier recrutait par petites annonces dans cette région-là à cette période d'inactivité connue. Donc ça reste en mystère tant que le vrai dépeceur ne sera pas arrêté. C'est sûr que Michel Fourniret restera dans les mémoires, dans la mémoire de l'équipe d'enquête en tout cas. Oui. Encore un mot, Liliane Scroen, avant la pause. On a donc identifié cette jeune femme, Nathalie Godard, 21 ans, qui était partie acheter de la nourriture, je crois, le jour de... du boudin noir oignon, très précisément. Voilà, oui. Il n'y a pas eu de... Alors, elle avait ce SDF, donc, qui était son dernier petit ami, qui a été mis hors de cause, comme on l'a expliqué, mais on a identifié par la suite les autres victimes. On en a 5 avec certitude. Oui. Il y a une ancienne prostituée française qui est la plus âgée du groupe, qui avait 43 ans, qui s'appelle Martine Beaune, qui a donc son tronc a été retrouvé dans la Haine. Elle avait été entraîneuse, elle avait été alcoolique et en cure de désintoxication. Et au moment où elle a disparu, elle vivait d'allocations sociales. Donc une paumée, une marginale, comme toutes les autres. C'est le point commun de toutes les victimes, c'est que c'était des paumées, des marginales. Certaines voyageaient dans les milieux de la prostitution, de la drogue, etc. Et toutes fréquentaient le quartier de la Gare à Mons. Oui, voilà, c'était ça en fait le point commun, des personnes fragiles, des femmes. On n'a pas retrouvé de membres d'hommes à ma connaissance, et toutes fréquentant ce quartier de la Gare ou les bars du quartier de la Gare. On va se retrouver dans un instant après une pause, et on va continuer à parler aussi de quelques-unes des victimes qu'on a attribuées aux dépeceurs de Mons, et notamment le cadavre d'une femme qui avait été trouvée en novembre 1993, donc 4 ans avant les premières découvertes macabres. Et puis on en viendra avec vous sur les pistes qui ont été suivies et les suspects dont on a parlé. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors nous retrouvons maintenant depuis les studios de Bel RTL à Bruxelles Liliane Scroen et Marc Mette de Penningen, et là je vais vous laisser vous exprimer largement tous les deux, parce que il y a eu une enquête absolument vraiment formidable de la police, avec ces milliers, ces centaines de pistes suivies, ces milliers de noms de suspects. Quelles sont les premières pistes qu'on a suivies? Écoutez, la première piste suivie, c'est évidemment une piste locale. Il y a le constat que l'auteur des faits est plus que vraisemblablement en Montois, quelqu'un qui habite dans la région, et on rattache cette certitude au seul indice matériel dont les enquêteurs disposent, à savoir ces fameux sacs poubelles qui ont été achetés dans une solderie,
en centre-ville. C'est un endroit quasiment piétonnier, c'est très difficile pour s'y garer. C'est quelqu'un qui est passé à pied, ça se trouve à 500 mètres à peu près de la gare. Et donc, c'est un lot de sacs, 178 sacs qui étaient disponibles dans cette solderie. On a pu les identifier, en identifier la provenance grâce au numéro de série que ces sacs portent. Donc, c'est un client de cette solderie qui doit être l'auteur des faits. On sait que les zones, ce qu'on appelle les zones de chalandise, veulent que des commerces pareils attirent une clientèle qui habite environ à 500 mètres du point de vente. Donc c'est à raison de cela que la piste locale est privilégiée. Et Liliane Scroen, est-ce que on a compris finalement pourquoi parce que tout à l'heure je crois que c'était un papier de Christophe Decroix qui disait ça sonne comme une plaisanterie macabre en disant que il a dû se débarrasser des cadavres parce qu'il avait une panne de congélateur, mais on a compris pourquoi on avait trouvé ces 8 sacs ou 9 sacs poubelles avec des membres de 3 personnes. Il est évident, en tout cas, d'après les constatations des experts, que certains des morceaux qu'on a retrouvés avaient été congelés. Donc l'histoire de la panne de congélateur, même si c'est une plaisanterie qui semble macabre, n'est pas rejetée d'office. Maintenant, on ne sait pas évidemment pourquoi, brusquement, il s'est arrêté de diffuser ces morceaux. Et donc plusieurs hypothèses ont été émises. Il peut être mort, il peut avoir été emprisonné, il peut avoir déménagé. On a trouvé une piste d'ailleurs qui n'a rien donné, mais jusqu'à New York. On a trouvé un suspect à New York. Ça, on en parlera, c'est ce qu'on appelle la piste du Monténégro. Mais pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, on a même pensé que c'était peut-être un militaire du Chep. Oui, parce que la base du Chep était à Mons à l'époque, et puis cette base a déménagé pour la région de Bruxelles. Et donc, si vous déménagez, vous êtes bien obligé de vous débarrasser de colis aussi encombrants, j'imagine. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Mais on ne sait pas. Réellement, on ne sait pas. Jacques, pour revenir sur cette plaisanterie dont je suis l'auteur... Ah bon, c'est vous. Oui, tout à fait. Mais ce n'était pas une plaisanterie, ça résulte simplement de rapports du FBI qui ont analysé le pourquoi. Pourquoi est-ce que les dépeceurs généralement se débarrassent de cadavres? Et la panne d'électricité, c'est une des motivations qui est retenue par certains d'entre eux, d'après ce qu'ils ont pu constater aux États-Unis, à savoir panne de courant, les corps stockés commencent évidemment à dégager une odeur insupportable. L'autre hypothèse est celle de la mort, du décès de l'auteur des crimes, et donc il y a la famille par exemple qui découvre ce que leur parent décédé a pu commettre et donc cherche à se débarrasser de cet héritage très encombrant. C'est au niveau des possibilités, non pas encore des probabilités, mais ce sont des pistes qui ont été examinées. Oui, cela dit, Liliane Scroen, quand on parle de jeu de piste macabre, on n'a pas tout à fait tort, parce que apparemment, si j'ai bien compris, mais vous connaissez le dossier mieux que moi, le 22 mars, c'est-à-dire quand on découvre les 8 premiers sacs, dans l'après-midi même de ce jour-là, il y a un autre sac qui est déposé, qu'on va découvrir plus tard. C'est ça. Et il semble évident aussi, d'après les constatations et les recherches qui ont été faites, que ce sac qui va être retrouvé plus tard a été déposé dans un périmètre qui était déjà surveillé, quadrillé par la police. Donc c'est presque un jeu, c'est presque un défi lancé aux forces de l'ordre du genre voilà, vous ne me trouverez pas et je viens parmi vous. Donc c'est en effet une sorte de jeu. Oui, sauf si le quadrillage a été mal effectué et que ce sac a échappé à l'attention du premier quadrillage, évidemment, mais là, on n'en sait rien. Oui, mais enfin, on dit toujours l'assassin revient sur les lieux de ses crimes. Là, l'assassin est revenu sur il faudrait à ce moment-là, Jacques, l'affecter d'une intelligence particulière, d'une audace particulière, ce qui ne correspond pas à ses premiers dépôts. Par exemple, rue Van der Veld, qui n'a pas un nom très évocateur, c'est le nom du président du Parti socialiste belge du début de siècle. Donc, et là, c'est en dépôt sauvage, il ne tient pas à ce qu'il soit repéré, ce n'est pas quelqu'un qui va défier, ce n'est pas en dépôt de défi, donc c'est la question, est-ce qu'il s'est débarrassé de ces sacs par nécessité ou pour défier les autorités? Alors, au chapitre des suspects, Liliane Scroen, dans votre livre que j'ai relu pour l'émission, pour préparer l'émission, il y a, j'allais dire, un malheureux poète de Mons qui a quand même bel et bien été dans le collimateur des enquêteurs. Oui, j'adore cette idée. Moi, ça m'aurait beaucoup plu en tant qu'écrivain moi-même
lui, que ce poète ait donné vie à ses fantasmes. Maintenant, a posteriori, mais sur le moment, il n'a pas rigolé. Hein. Non, il n'a pas rigolé. Mais il avait 2 indices contre lui. Oui. Le premier, c'est que ses textes étaient quand même assez macabres, mais ça, ce n'est pas le seul. Oui. Le seul poète, je veux dire, ou le seul auteur qui écrit des choses un peu noires. Oui. Et le deuxième indice, c'est qu'il était psychologue de profession. Et on sait que 4 ou 3 des victimes, ça dépend des sources, se sont trouvées en institution psychiatrique. Et donc, voilà, on a fait le rapprochement comme ça. Mais finalement, il a été blanchi, le pauvre homme, et voilà. Il continue à publier. Ouais, encore un mot avant la pause, Liliane Scroven, la piste à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, que vous appelez d'ailleurs aussi la piste du Monténégro, c'est en février 2007, un dépeceur d'origine albanaise, je crois, qui est arrêté à New York, hein. Il est arrêté à New York, il s'appelle Smalje Tulja. Il est soupçonné de 3 crimes, dont 2 ont été commis en Albanie. Et il a vécu en Belgique, pas vraiment dans la région de Mons, mais enfin il a vécu en Wallonie en tout cas. Et donc on va enquêter sur ce point, mais les procédures, si j'ose dire, ne sont pas les mêmes. Et ses victimes, à lui, étaient ses anciennes épouses. Donc il avait un lien personnel avec les victimes, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, du dépeceur de Mons. Alors on va faire une pause. Oui, Marc Med, j'ai entendu, vous vouliez dire quelque chose. Oui, non, juste le temps de séjour de cet Albanais, évidemment, ne correspondait pas aux dates de crime. Et je sais que la presse américaine en a fait des milliers et des cents. Des envoyés spéciaux sont venus ici. Ils ont quelque peu travesti la vérité, la réalité des choses pour donner une ampleur à cette affaire qu'elle ne méritait pas. Alors on va se retrouver dans un petit instant et puis on peut pas énumérer tous les suspects parce que la liste est vraiment très longue. Il y a un patron d'une scierie aussi. On va revenir quand même sur la technique de dépeçage. Malheureusement, c'est important évidemment pour l'enquête de savoir qui a pu dépecer effectivement un boucher, un chirurgien ou ou quelqu'un dans une scierie. Il y en a eu un notamment qui s'accusait, lui. Il n'a pas été le seul à se dénoncer lui-même. Et vous me direz dans un instant lesquels. Est-ce que vous pensez que le véritable dépeceur de Mons est dans le dossier ou pas, quoi? L'heure du crime sur RTL. 17 ans de mystère, on vous parle de l'affaire du dépeceur de Mons. Je disais tout à l'heure que, sur la foi des informations d'ailleurs que donne Liliane Scroven dans son livre et que confirme Marc Med de Penningen, il y a toujours une cellule, la cellule Corpus, qui est active sur cette affaire. Lequel de vous deux a approché cette cellule? Vous savez quelles sont leurs méthodes de travail? Est-ce qu'ils ont le moral ou pas? Parce qu'il paraît qu'il y a 6 personnes, encore 6 enquêteurs sur l'affaire. Oui, en peu bon, au départ, ils ont été jusqu'à une vingtaine. Ils se sont déplacés à Quantico, au siège du FBI, sciences du comportement, pour analyser le dossier, leur soumettre toutes les pièces dont ils disposaient. Il y a eu une collaboration internationale avec des enquêteurs du BK allemand notamment. Et donc, ça se fonde essentiellement sur l'enquête de voisinage. Dès lors que les personnes sont des gens implantés localement, c'est le cercle de connaissances essentiellement qui est investigué pour essayer de croiser des points de ressemblance entre les différentes victimes. C'est le travail d'enquête basique. Ça n'a rien donné comme corrélation certaine, sauf qu'elle fréquentait le quartier de la Gare, évidemment. C'est ce qu'on disait, oui. Liliane Scroven, vous dites que, alors évidemment, on imagine que le dossier n'est pas public et que les enquêteurs doivent garder un certain nombre d'éléments pour pouvoir un jour vérifier, parce qu'il y a quand des gens se dénoncent eux-mêmes, et il faut savoir si ça correspond ou pas aux constatations. Mais quand même, pardon du détail macabre, mais il faut s'y arrêter 2 secondes, comment ces malheureuses victimes ont-elles été découpées? C'est ça. Ça aussi, ça a posé problème parce que dans un premier temps, on a pensé que ça pouvait être quelqu'un du milieu médical. On a même soupçonné au tout début de l'affaire une blague de carabin d'étudiants en médecine. Mais on s'est aperçu assez rapidement que les découpes ne pouvaient pas être faites par un médecin ou un chirurgien parce que la manière de trancher les os n'était pas la bonne, les articulations n'étaient pas... Enfin bref, les détails techniques ne correspondaient pas du tout. Donc ça ne semble pas être quelqu'un du milieu médical.
Et pour les bouchers non plus, je crois. J'ai lu quelque part dans un article. Oui, mais Marc de Penningen. Les bouchers, c'est une piste qui a été suivie, qui continue de l'être d'ailleurs, parce que Mons, il y avait des abattoirs antérieurement. Il y a eu pas mal de bouchers abatteurs qui se sont installés là-bas parce que les abattoirs, étaient encore en activité. Le juge Pilette, d'ailleurs chargé de l'enquête, s'était rendu personnellement chez le président de la Fédération des bouchers de la province de Hainaut pour voir un peu quelles étaient ces techniques de découpe. Et là, quant aux découpes, l'autopsie a révélé des choses qui sont de l'ordre de l'interprétatif, évidemment, mais par exemple, il y aurait eu des coupes droites et des coupes gauches. On ne sait pas si le dépeceur est droitier ou gaucher. Est-ce qu'il y a un dépeceur ou est-ce qu'il y a deux dépeceurs? C'est une possibilité aussi. Ouais. Liliane Scrowen, il y a d'ailleurs le patron d'une scierie, parce que en fait, les autopsies ont révélé que ces personnes avaient été, leurs membres avaient été sciés, je crois. Et il y a un patron de scierie qui a été mis en cause à un moment. Oui, il y a un patron de scierie dénommé Jacques Pluchart. Ah, il y a des raisons quand même. Oui, du il a été soupçonné du dépeçage d'une certaine Janine Sopka qui ne figure pas au nombre des victimes reconnues du dépeceur de Mons. On avait trouvé des morceaux de son corps pas très loin de chez lui. Oui. En 2003. Oui, c'est ça, en 2003, un demi-tronc de jambes, de bras. Le tout dans des sacs poubelles également. Donc il y avait des ressemblances. On a vérifié son emploi du temps à cet homme, emploi du temps qui présentait des trous correspondant au jour de la disparition de la jeune femme. On a trouvé des traces de sang aussi sur des lames de scie de sa scierie. Il a été mis en examen, il a été écroué, mais il a été libéré. Et il est mort en 2010, de mort naturelle, semble-t-il. Et curieusement, je crois que c'est à peu près, mais Marc de Penningen va confirmer peut-être, le seul cas où le parquet a rendu un non-lieu posthume. Oui, tout à fait. À l'insistance de la famille, donc, qui ne voulait pas que son proche, donc, disparaisse, soit décédé, donc, avec cette charge de mise en examen qui ne peut être levée qu'au moment du règlement de la procédure, évidemment. Et c'est le cas de Léopold Bogart, qui est le seul mis en examen en Belgique, donc, comme ayant été le dépeceur de Mons. Et si l'affaire ne débouche pas sur quelque chose, il devra peut-être encore attendre 23 ans avant d'être totalement blanchi. Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On se retrouve dans quelques instants. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Et c'est la dernière partie de cette heure du crime consacrée aux dépeceurs de Mons, avec dans les studios de Bell RTL à Bruxelles, Liliane Scrowen. Je rappelle que Liliane Scrowen, d'ailleurs, je vous recommande vivement la lecture de ce livre si vous aimez comme un certain nombre d'entre nous, les faits divers et les histoires criminelles. Ça s'appelle Les grandes affaires criminelles de Belgique. C'est sorti il y a très peu de temps aux éditions de Boré, et il y a un chapitre, je sais plus, c'est le dernier d'ailleurs, c'est le dernier chapitre du livre consacré à cette histoire du dépeceur de Mons. Et puis, je suis obligé de vous inciter aussi à lire les papiers de Marc de Penningen, qui est journaliste au soir. Qui est cité dans le livre d'ailleurs plusieurs fois. Qui est cité absolument, Liliane, dans le livre. Alors, je ne sais pas si... Je vous ai posé une question tout à l'heure à laquelle finalement, sur laquelle on s'est pas arrêté. Est-ce que vous pensez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, que il y a parmi les suspects dont on n'a pas parlé, d'autres qui étaient des candidats plus sérieux que ceux dont on a parlé, qui auraient pu être le dépeceur de Mons, ou vraiment, comme dit l'autre, la vérité est ailleurs? Mais là, je vais laisser la parole à Marc de Penningen, parce que... Je crois que la cellule corpus l'a très certainement eu en main ou à proximité. En tout cas, le souffle chaud était dans le dos de l'intéressé. Je crois qu'ils l'ont eu en main. Je crois que la solution est une solution proximale dans l'entourage, dans le grand entourage des victimes. Et en tout cas, c'est une solution locale. Je crois qu'on ne s'est peut-être pas assez focalisé sur cet indice matériel premier. Donc, ces sacs achetés dans cette solderie, c'est là que le dépeceur les achète en urgence. Ce sera en lot de 178 rouleaux, comme je le disais tantôt. C'est quelque chose qui aurait dû être, me semble-t-il, plus
examiné plus avant. Oui, parce que 17 ans après les faits, on peut plus compter sur un témoignage tardif ou quelque chose comme ça. Exactement. Le patron de la solderie a disparu par ailleurs, donc tout devient quelque part trop tard. C'est un peu comme dans l'affaire des tueries du Brabant, autre histoire dont la Belgique a le secret. C'est quelque chose qui est voué. Et là, il faut bien le dire aussi, Jacques, que la qualité des victimes a quelque part influé sur la conduite de cette enquête. On n'était pas en présence de petites filles comme dans l'affaire Dutroux. Là, on se trouvait face à des gens extrêmement paupérisés, avec des familles qui n'étaient peut-être pas intellectuellement capables de soutenir, d'appuyer des demandes d'enquête supplémentaires. C'était des pauvres gens, ils ont eu droit à une enquête quelque part au rabais, pas du chef des policiers, mais de l'attitude des... quand on voit les forces qui ont été mises en œuvre, c'était peu de choses par rapport à ce qu'on a connu pour d'autres affaires. Moi, j'avais l'impression inverse, mais moi je suis extérieur au dossier évidemment parce que ça fait plusieurs bottins, en tout cas le dossier de... Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Une question que posent des auditeurs depuis tout à l'heure, c'est parce que tout le monde a lu dans l'actualité récente ou entendu parler grâce au procès de la science, on a retrouvé l'ADN de gens, etc. Est-ce qu'il y a cette démarche en Belgique sur ce genre d'affaires? Essayer de retrouver sur les pièces à conviction des éléments... Oui, c'est le devoir premier. D'ailleurs, dorénavant, ça fait un petit temps déjà, les directeurs techniques d'enquête ont une priorité absolue sur les enquêteurs opérationnels. Donc, préservation de la scène de crime, relever des traces, c'est devenu la priorité absolue. Non, mais là, je parle moins de l'histoire de Mons. Est-ce que on peut encore exploiter, à votre connaissance, oui, les prélèvements qui ont été faits. Oui, tout était conservé, y compris les fameux sacs. On n'a pas retrouvé d'empreintes sur ces fameux sacs en plastique. C'est extrêmement difficile à identifier. Mais il y aura toujours peut-être l'émergence d'une technique dans le futur qui permettra peut-être de résoudre cette affaire, comme d'autres affaires ont été résolues en France également par l'évolution des techniques d'analyse ADN. Donc c'est un espoir qui subsiste. Alors, autre question, Liliane Scroen, des éditeurs disent, mais vous dites qu'on a fini par identifier 5 personnes, 5 victimes, d'ailleurs qu'on a retrouvées. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi à identifier? Est-ce qu'il y a d'autres morceaux de corps, pardon de l'expression, qui n'ont pas été identifiés? Autrement dit, le dépeceur de Mons a-t-il fait beaucoup plus de victimes qu'on ne le dit? On peut le supposer. Et en tout cas, il y a des meurtres et des morceaux de corps qui ont été trouvés avant et ailleurs, je dirais. Et après aussi, Et après aussi, et qui correspondent plus ou moins à la même procédure. Le plus étonnant, ou sur lequel on peut s'interroger, c'est celui d'une femme qui avait 37 ans, qui s'appelait Liliane, comme moi d'ailleurs. Enfin, c'était pas moi, rassurez-vous. Qui était peintre. La preuve. Et qui qui fréquentait le milieu des toxicomanes. Et qui fréquentait les milieux de la drogue et les bars. Et elle est morte en 93. Pas de la même région. On l'a retrouvée en 93. C'est ça. Même si le modus operandi était quelque peu différent, vu que son corps, fut découvert en extérieur, il n'y avait pas eu de des chasseurs, je crois. Oui, tout à fait. Alors, dernière question, Liliane Scroen, et c'est comme cela d'ailleurs que vous terminez le chapitre que vous consacrez à cette affaire dans votre livre. Il y a des questions évidemment qui restent posées, mais pourquoi est-ce qu'il s'est débarrassé d'autant de corps? On en a déjà parlé, on n'a pas vraiment de réponse claire. Est-ce qu'il a vraiment cessé de tuer? On n'a pas de réponse claire non plus, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait attribuer, mais surtout, je crois que la question principale sur laquelle vous insistez, on ne sait pas comment ces gens sont morts. C'est ça. On ne sait pas. Il s'est arrangé parce que il avait quand même une certaine connaissance des pistes qu'il ne fallait pas laisser derrière lui. Il s'est arrangé pour qu'on ne puisse pas voir s'il y avait eu viol ou pas. Il s'est arrangé aussi pour qu'on ne puisse pas savoir comment elles avaient été tuées. À l'arme blanche, étranglées, étouffées, autrement. On ne sait pas. Donc ça reste un mystère, en effet. On ne sait pas comment ces femmes sont mortes, ni ce qu'il leur a fait subir avant la mort. Et là, on est sûr que c'est pas du hasard. C'est pas comme ce qu'on disait sur la rue du Dépôt ou sur la rivière de l'Aisne. Ça, c'est pas du hasard, bien sûr. La seule chose qu'on sait, c'est que une des femmes, Nathalie Godard, en l'occurrence, avait mangé du couscous peu avant sa mort. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est quand même très très maigre. C'est très maigre. Oui. Mais si la cellule corpus est toujours active, ça veut dire quand même que ils ont toujours un espoir. Ou est-ce que vous pensez, ce sera le dernier mot de l'émission, Marc Mette de Penningen, vous pensez que c'est pour satisfaire l'opinion?
Je crois que c'est ta vocation de communication publique, c'est-à-dire que la cellule travaille avec ce dont elle dispose de peu de choses, peu d'indices, les témoignages deviennent extrêmement rares évidemment, et on ne peut pas maintenir une attention de chaque instant avec une cellule qui en porte encore le nom, mais dont l'activité n'est plus exclusivement destinée à cette enquête. Oui, et puis il faut faire très attention aussi aux dénonciations. Oui, à chaque fois qu'on reparle de l'affaire, il y a des dénonciations, il y a des légendes urbaines aussi qui circulent, donc ça embrouille les pistes en plus. Oui, absolument. Mais on n'a pas parlé volontairement des légendes urbaines, mais il y en a quelques-unes, effectivement, là-dessus, de femmes qui se sont dites agressées par quelqu'un montant dans leur voiture, disant « je suis le dépeceur de monstres », etc. Ouais. En tout cas, écoutez, je vous remercie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle, Liliane Scroven, le titre de votre livre, « Les grandes affaires criminelles de Belgique », paru aux éditions de Boré. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi de revenir sur cette affaire. Et je vous dis presque à bientôt, parce qu'il y a tellement d'affaires intéressantes dans votre livre que ça m'étonnerait qu'on ne se retrouve pas de part et d'autre d'un micro d'RTL. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà, au revoir Marc. Au revoir. Et à la prochaine aussi, parce que vous êtes un habitué, vous avez votre ronde serviette dans cette émission. L'émission qui est terminée d'ailleurs, parce que sinon Flavie Flamand va me faire les gros yeux.